Bonjour à tous, nous continuons ces interviews sur le plateau de Be Smart for Change à la 23e édition du Private Equity Exchange. À l'instant parlait Mathieu Blanc à ma gauche, co-head chez Raise. Bonjour Mathieu. Bonjour. Michael Ohana tout à ma droite, CEO d'Alumni Executive Search. Bonjour. Bonjour. Et Claire Chabrier, juste à ma droite, Managing Partner au sein d'Amundi Private Equity et ex-présidente de France Invest. Bonjour Claire. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec moi. Vous aviez un sujet pas épineux, mais en tout cas un sujet important à évoquer sur scène. On parlait de diversité, et notamment des politiques de diversité en temps de crise. Ces moments où les engagements, où les engagements sont confrontés parfois au court terme, à la rapidité d'exécution et ainsi de suite, cette transformation profonde de l'industrie sur le segment de la diversité. Alors le but, c'est de passer ensemble un moment pour voir ce que vous venez de dire. Michael, toi qui es au contact d'énormément de candidats notamment et de tes clients, comment tu vois évoluer cette demande du côté des fonds et également cette diversité au sein même des profils que tu vas pouvoir réunir autour de toi avant qu'on donne la parole à ces deux patrons de fonds autour de nous? Merci Mathieu. Donc la question de la diversité, elle se pose en temps de crise. Moi je suis parti d'un constat empirique qui est que les demandes des clients en 2021 et 2022 étaient de féminiser les équipes à travers des recrutements très nombreux, exclusivement féminins pendant cette période, en tout cas pour notre activité, et que 2023 a marqué une rupture et qui s'est confirmée en 2024 puisque ces demandes ne sont plus d'actualité. On a des recrutements qui sont redevenus des recrutements mixtes qui répondent à des besoins business. C'est beaucoup des recrutements de remplacement, contrairement au recrutement de croissance qu'on avait vécu en 21-22. Et dans ce contexte, on observe que le critère de genre n'est plus un critère prérequis, obligatoire, comme il l'a été. Merci Michael. Claire, Mathieu, même lecture. Donc Michael parle à l'instant de remplacement, donc peut-être des équipes fatiguées. Comment vous vivez en tant que manager et sur le point de la diversité? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez réussi à emmener l'organisation vers un niveau de maturité diversity qui vous permet aujourd'hui tout simplement de recruter mixte, ou est-ce que les fonds regardent ailleurs maintenant? Alors, nous de notre côté, on a une grande chance, c'est qu'on a été paritaire en fait depuis l'origine. En 2013. C'est vrai que Clara et Gonzague, c'était déjà une équipe paritaire. Exactement, donc on est entreprise à mission, ça fait partie de nos engagements de mission. Et c'est une grande chance aujourd'hui puisque la difficulté, on l'a vu ces dernières années, des fonds à recruter des femmes, on n'y a pas été confronté pour deux raisons. La première, c'est que étant paritaire, on n'a pas eu de rééquilibrage à faire, parce qu'on était à 50-50 depuis l'origine. Et la deuxième, c'est que étant une organisation paritaire, on attire assez naturellement des femmes qui, dans une logique de role modeling, se disent c'est une organisation qui est entre guillemets accueillante pour nous, et donc on aura plus de facilité à s'intégrer, à concilier différentes vies. Donc on a objectivement une chance qui n'est pas forcément celle de tous nos concurrents et de tous nos confrères qui doivent assurer, et Claire en parlera, cette logique de rééquilibrage de leurs équipes. Merci Mathieu. Claire, de votre côté? Alors nous aussi, on a beaucoup travaillé avec conviction et aujourd'hui, on n'est pas loin des objectifs de la charte parité France Invest. Alors, je vais plutôt parler de la parité pour le moment, Mathieu, parce qu'on a parlé de diversité au sens large. Il y a plusieurs piliers dans la diversité. Si on regarde la parité, je vais rappeler pour tout le monde les objectifs que la profession s'est donnés sur la parité. 40% de femmes dans les équipes d'investissement à horizon 2030. La charte a été signée, la charte France Invest parité a été signée par 85% des sociétés de gestion adhérents France Invest en 2020. En 2019, on était à 23%. Donc on voit que la profession a progressé, si je puis dire, à marche un peu forcée. C'est pour ça qu'on a beaucoup entendu parler de ces sujets. Les sociétés de gestion se sont emparées de politiques de diversité et notamment de parité, avec un progrès certes mesurable, puisqu'on est à 29%. En revanche, on voit qu'on est à 1% de progression par an. Donc on voit que ça va être difficile d'atteindre les 40% en 2030. On sera plutôt, si on continue sur ce rythme-là, à 36%. Et on peut se dire que dans le contexte actuel, qui est un contexte plus difficile, effectivement, il faut avoir une grande vigilance puisque on est dans des moments un peu chahutés de levée de fonds.
Les recrutements de croissance sont plus faibles, donc on va faire venir naturellement un petit peu moins de femmes. Donc il y a des sujets qui sont nos sujets de quotidien, à la fois d'attractivité des femmes dans la profession et de rétention dans un moment qui est assez chahuté. Et le score s'améliorera en diversité, que ce soit parité ou diversité même sociale, ou diversité de profil, diversité de savoir, diversité de knowledge, s'améliorera au fur et à mesure des années, aussi parce qu'on arrive à créer des vocations, aussi parce que le private equity parlera à de plus en plus de gens. C'est absolument pas, je ne citerai pas l'école de commerce dans laquelle j'étais, qui est dans le top 5, mais j'avais pas beaucoup entendu parler de private equity en programme grande école. C'était il y a 15 ans, bon d'accord. Mais est-ce que du coup les actions sont menées? Qu'est-ce que ça évoque chez les candidats dans les grandes écoles, à l'université, peut-être dans d'autres poches de savoir, de talent? Qu'est-ce que ça veut dire le private equity pour ces gens aujourd'hui? Alors ça c'est ce que j'appelais le premier pilier, c'est-à-dire l'attractivité. Comment on fait pour venir les gens, faire venir les personnes dans nos équipes d'investissement? Déjà il faut en parler, faire connaître le métier. Donc on a mis en place des actions, ce qu'on appelle d'outreach, donc de témoignages de personnes du private equity dans les écoles, pour que les jeunes connaissent notre industrie, pour qu'ils puissent y postuler. D'autre part, on voit que c'est une classe d'actifs quand même dont on va être amené à parler de plus en plus dans les années à venir. Alors je fais un peu une digression en parlant de la loi industrie verte, mais qui fait rentrer le capital investissement dans la connaissance des particuliers, et on voit aussi que les jeunes commencent à s'intéresser à ce placement. Donc on va parler évidemment de plus en plus de cette industrie et donc qui va gagner en connaissance. Notre enjeu, c'est aussi qu'on arrive à recruter de façon équilibrée entre les hommes et les femmes. Après, sur les campus d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs, on observe une notoriété grandissante du private equity. Nous, via Alumni, on a une étude qui est menée tous les ans auprès de plus de 600 étudiants de grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Et la proportion se situe entre 30 et 40% des étudiants qui se disent très intéressés par le private equity sur un segment d'école qui évidemment concerne ce secteur, qui reste élitiste, très attaché à son élitisme, malgré les efforts d'outreach, etc. On a des équipes qui globalement, dans leur recrutement, sont très conservatrices. C'est vrai que si tu enlèves le réseau, tu viens d'une école milieu de tableau, c'est impossible aujourd'hui. Tu peux, à travers le jeu des stages, tu peux, à travers des bonnes expériences professionnelles, te trouver une place. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur un secteur qui a mûri. Le nombre de recrutements a explosé par rapport à il y a 10 ans. Il n'y avait pas autant de recrutements juniors. Donc on est dans un moment plutôt favorable pour des gens qui voudraient être des outliers statistiques et sortir de leur prédestination et faire la différence en trouvant un job en private equity. Je pense qu'on n'a jamais été mieux qu'aujourd'hui à ce titre. Pour autant, ça reste très élitiste. Et globalement, si on parle de diversité, le niveau 1 le plus basique, c'est la diversité des backgrounds. Et il y a très peu de diversité des backgrounds académiques dans le private equity français. Mathieu, tu évoquais le fait que Raise était par essence paritaire, par essence extrêmement actif sur la thématique de la diversité côté homme-femme. Est-ce que sur la partie justement diversité sociale, de background, est-ce que vous avez réussi à commencer à poser les échelons pour être un player également sur cet aspect? Alors c'est un très gros enjeu effectivement, parce que nous, dans notre engagement de mission, il y a la parité et la diversité. Et c'est vrai que dans la diversité regroupe beaucoup de réalités. Michael évoquait il y a quelques minutes le background académique. Tu viens d'évoquer le background social. Donc déjà deux réalités un peu différentes. Je prends si je caricature. Qui malheureusement se traduit d'un côté et de l'autre. Mais il peut y avoir des candidats boursiers à HEC et à l'inverse, des gens issus de milieux très favorisés dans une école entre guillemets, et je mets bien des guillemets, de milieu de tableau. Donc il y a dans cette notion de diversité, il y a beaucoup de réalités. La grosse difficulté, je mets de côté le sujet académique, où là, entre guillemets, l'école se lit sur le CV. La grosse difficulté, c'est d'identifier cette diversité. C'est très compliqué à demander à quelqu'un quelle est son... Et c'est réglementé en plus. Quelle est son origine sociale, quelles sont ses orientations
sexuelle, etc., puisqu'on parle bien de diversité. Et donc il y a un vrai enjeu, contrairement aux pays anglo-saxons où on peut poser la question et où les gens peuvent ticker dans un questionnaire, on ne peut pas le faire en France. Donc il y a un vrai enjeu à la fois à travers les entretiens, et notamment sur les sujets d'origine sociale. On s'intéresse par exemple, on regarde est-ce qu'il y a des candidats boursiers. Voilà, on essaye à travers des entretiens d'interagir plus avec les candidats, mais c'est très difficile de systématiser, contrairement au genre où là c'est assez lisible, c'est très difficile de systématiser, entre guillemets, un rééquilibrage ou une diversification des profils. Je pense que le sujet de l'industrie n'est pas de systématiser ou les quotas, enfin ça ce sont des sujets philosophiques, hein, où en France on a nos propres avis qui sont différents du monde anglo-saxon. Mais effectivement déjà d'arriver à identifier des use cases en fait, je pense que c'est peut-être une façon d'avancer, des use cases dans lesquels on se rend compte que certaines typologies de diplômes, même peut-être dans d'autres écoles, dans d'autres formations, peuvent fitter avec des nouveaux besoins. Finalement, il y a un énorme appel d'air qui va être fait de la part de toute l'industrie vers les fonds vont être amenés à recruter avec ce système avec cette idée de plateformisation, de diversification des classes d'actifs, de nouveaux véhicules, d'offres qui deviennent de plus en plus profondes. A priori, ça devrait être de plus en plus de nouveaux talents et même de nouvelles compétences, si on devait ouvrir à la diversité des compétences. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je parle, mais n'hésitez pas. Alors, ce sujet de la diversité, déjà, le premier point, c'est qu'on ne peut pas le mesurer dans nos équipes d'investissement par rapport à la parité. Donc on avait abordé, quand j'étais présidente de France Invest, j'avais voulu pousser les feux sur ce sujet-là dans la profession et on avait travaillé une boîte à outils en l'abordant à travers 3 piliers, le handicap, la diversité sociale et culturelle et toutes les questions LGBTQI+. Donc finalement avec l'idée de donner des outils aux sociétés de gestion adhérentes de France Invest, de comment s'emparer de ces thématiques-là, comment commencer un chemin avec la conviction derrière que plus on est divers autour de la table, plus on pourra créer dans les années à venir de la performance. Et finalement, cette boîte à outils, je crois qu'elle aurait pu être plus exploitée, mais elle le sera certainement dans les années à venir. L'appel est lancé. Oui, et j'explique cela par la taille de nos sociétés de gestion. En réalité, on est encore, et de façon absolument pas péjorative, un métier de boutiquier. Donc la taille moyenne d'une société de gestion en France de private equity, c'est une 15aine de personnes. Donc aujourd'hui, on a des préoccupations qui sont assez court terme, comme tu le disais Mathieu, on vient de lever, comment on recrute, il faut aller vite, il faut être opérationnel rapidement. Et ce sujet de diversité vient un peu en second rang. Et il est évidemment plus mis en avant dans les grandes sociétés de gestion et celles qui ont, comme le disait Michael, des LP anglo-saxons. Ce marché à plusieurs vitesses, cette réalité à plusieurs vitesses existe dans tellement de marchés que c'est pas anormal de le retrouver dans le private equity par ailleurs. Il nous reste 1 minute pour avancer sur le sujet. Mathieu, Michael. Non mais tu disais on retrouve ces problèmes un peu partout. Je pense qu'il y a une américanisation des grilles de lecture dans le secteur qui est liée à l'influence des LP américains, qui ne colle pas du tout avec notre cadre réglementaire et notre cadre culturel, où on ne peut pas poser un certain nombre de questions et où même, et je pense que là on a une différence majeure, les gens ne veulent pas rentrer dans des cases et être recrutés pour cocher telle ou telle case. Et donc ça c'est assez fort, on le voit notamment sur les recrutements féminins qui ont beaucoup eu lieu en 21-22, sur lequel j'ai de nombreuses candidates qui me demandaient est-ce qu'il s'agit d'un recrutement mixte ou d'un recrutement purement féminin. Auquel cas ça me dérange. Ok, on avait un désamour des recrutements purement féminins. C'est pas un désamour, c'est que le talent à l'échelle individuelle veut être recruté pour sa compétence. Il ne veut pas être recruté pour autre chose que sa compétence. Voilà. Et ça, je pense que c'est très différent du monde anglo-saxon où chacun a plein d'étiquettes, avec même des forums de recrutement spécifiques en fonction des étiquettes de chacun, des orientations sexuelles, des minorités ethniques, etc. Des forums de recrutement dédiés à ces gens-là, et où les gens sont très confortables dans leur identité réduite à cette étiquette. En France, c'est pas le cas. Il y a un vrai désaccord avec cette vision des choses. Le mot de la fin, Mathieu, je vous en prie. Oui, pour autant, je pense que si on est convaincu que la parité et la diversité sont source de performance, c'est notre conviction depuis l'origine,
par rapport à la question de la table ronde qui était est-ce que ça doit évoluer en temps de crise et comment ça évolue en temps de crise, on pense qu'au contraire ça doit s'accélérer. C'est-à-dire que si on est dans une période plus difficile, si c'est plus difficile de convaincre des LDLP, si c'est plus difficile de convaincre des candidats, cette ouverture entre guillemets vers des profils différents doit être renforcée. Eh bien, on va regarder, on fera le point l'année prochaine. On regardera les indices, on regardera les études, on regardera les outils de France Invest, on regardera, Mickaël, ce que toi tu fais au quotidien. Et Mathieu, vous viendrez pour nous annoncer peut-être de nouvelles mesures encore, vous qui êtes finalement un acteur historique sur la thématique de la diversité. Absolument. Merci infiniment Merci, à tous les Mathieu. trois. Merci. L'événement continue, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des interviews sur ce plateau Be Smart for Change sur le Private Equity Exchange pour sa 23e édition. À tout de suite.